Bernard Lévy, bonsoir. L'Université hébraïque de Jérusalem vous a décerné un docteur honoris causa. Alors vous êtes largement, souvent critiqué pour votre engagement en faveur d'Israël. Ce prix ne va-t-il pas encore inciter les critiques à s'exercer davantage? Bon, moi, ils auront quelque chose à dire, là. Ils auront quelque chose à dire de précis et de sérieux. Peu m'importe. Vous savez, d'abord, peu m'importe en général. Je n'ai jamais conduit ma vie en fonction des critiques qui m'étaient adressées par tel ou tel. Encore moins, il arrive qu'on m'adresse des critiques justifiées, ou des critiques qui ont un fondement, ou des critiques qui répondent à quelque chose que j'ai fait d'un peu moins bien que d'habitude. Ça peut arriver, mais en revanche, je suis si fier et si heureux de ce doctorat honoris causa d'une des plus belles universités du monde, qui a honoré avant moi des gens que je respecte infiniment, dont je ne suis même pas sûr d'être digne. Je pense à Jacques Derrida, mon maître disparu, et je pense à Jean-Paul Sartre, qui a refusé le prix Nobel et qui a accepté le doctorat honoris causa de l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc cet honneur mis en balance avec les critiques de tels ou tels qui verraient là je ne sais quelle preuve de mon allégeance à ce lieu que j'aime en plus infiniment, qu'est Jérusalem, ça fait pas le poids. Hein. Mon bonheur et l'honneur qui m'est fait est tel que les critiques dont vous parlez n'ont aucune espèce d'importance. Vous avez donné une magnifique conférence sur l'étrange histoire de la souveraineté juive. Vous avez justement dit que le peuple juif était tiraillé, qu'il voulait cette souveraineté sans vraiment la vouloir. Vous pouvez nous donner quelques mots? Oui, c'est son honneur et c'est sa grandeur. C'est son honneur et c'est sa grandeur. J'ai notamment commenté ce qui nous est dit dans les livres des rois et des juges de l'expérience de l'invention de la royauté par le peuple juif. Cette royauté fragile, vulnérable, dont les rois ne veulent pas, dont les peuples ne veulent pas non plus, dont Dieu ne veut pas tellement, ne veut pas davantage, dont les juges et les anciens ne veulent qu'à certaines conditions. Cette souveraineté partagée, disputée, objet finalement d'un contrat qui témoigne de la nécessité de chacun des partenaires de composer, c'est la grandeur et le source du meilleur du contrat social israélien. Et c'est l'une des sources de la vigueur de la démocratie israélienne. Vous expliquez par ailleurs que la question israélo-palestinienne n'est pas si compliquée et si insolvable qu'on veut bien le dire. D'un autre côté, vous dites qu'il y a des partenaires diaboliques et nihilistes en face, en faisant allusion au Hamas et au Hezbollah. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non, bien sûr que non. Je pense qu'en effet, Israël a pour la première fois depuis sa naissance affaire à des adversaires enragés et probablement irréductibles car ils n'ont plus de but de guerre. Donc c'est une guerre totale, au sens de Pufendorf, au sens de l'état-major allemand en 1916, c'est une guerre d'anéantissement. C'est clair, qui est programmée par les demi-stratèges du Hezbollah et les pauvres stratèges du Hamas. Mais c'est une guerre d'anéantissement, ça c'est vrai. N'empêche que tout le monde sait aujourd'hui, et en Israël et en diaspora, tout le monde sait aujourd'hui, jusqu'aux plus irréductibles partisans du grand Israël, et les plus intelligents, je pense à Sharon, je pense à des gens comme Tzipi Livni, qui m'a beaucoup impressionné chaque fois que je l'ai vu. Les gens savent qu'il y aura, nous savons tous qu'il y aura un État palestinien. Pas n'importe où, pas n'importe comment, pas avec le droit au retour, pas tout ça, bien sûr, pas 2 États palestiniens. Un, ça suffit, pas 2. Bon, tout le monde le sait. Et je pense que cet État palestinien, tout le monde sait à peu près quelles en seront les frontières, ou en tout cas, quelles sont les frontières, ou quelle est la structure de l'État qui est acceptable par Israël, et au-delà de quoi il ne faut pas aller. L'alternative à ça, c'est l'enfer. L'enfer pour les Palestiniens et l'enfer pour Israël, ce qui, pardonnez-moi, me fait encore plus de mal. Donc, il n'y a pas d'alternative. Vous avez affirmé que vous avez voté pour Ségolène Royal. Est-ce que vous vous réjouissez des relations très amicales qu'entretient Nicolas Sarkozy avec Israël? Il doit arriver prochainement. Des relations amicales entre la France et Israël. Ça vous fait plaisir? Naturellement. Quand Nicolas Sarkozy reçoit en ami Kadhafi,
le guide suprême de la révolution libyenne, ça me plaît pas. Et je le dis très fort. Quand Nicolas Sarkozy vient en Israël, c'est peut-être pas tout à fait le même Nicolas Sarkozy, mais ça me plaît. Je trouve ça magnifique, et je le dis aussi fort, et à votre antenne. Ça, c'est le Sarkozy que j'aime bien. Bernard-Henri Lévy, quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez différemment si vous êtes à Jérusalem ou à Paris? Non, je suis le même. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir? Qu'est-ce que je vois dans ce miroir? Je vois... D'abord, je vois pas tant de choses parce que je me regarde pas tant que ça dans le miroir. J'appartiens à une tradition philosophique, une tradition d'homme, toute d'humanité simplement, qui pense que on n'est pas la chose la plus intéressante du monde. Vraiment, enfin, je crois que je l'ai prouvé dans ma vie. Enfin, il m'arrive plus souvent qu'à mon tour de m'intéresser à d'autres choses qu'à ce que je vois dans mon miroir, c'est-à-dire de tendre un miroir aux autres, pour leur montrer leurs forfaits, pour leur montrer leurs crimes, ou pour essayer de montrer aux autres, de porter témoignage de leur calvaire. Donc l'usage du miroir, je le fais plutôt dans ce sens-là que dans celui dont vous me parlez. Maintenant, je dois bien voir quelque chose quand même. Je dois voir un écrivain qui essaie d'être fidèle à lui-même et fidèle aux quelques valeurs qu'on lui a inculquées ou qu'il a réapprises. Et un grand ami d'Israël. Et naturellement un grand ami d'Israël, un ami inconditionnel d'Israël, mais qui, comme tous les amis inconditionnels, dit la vérité à ses amis aussi. Souvent la vérité est bonne à dire, parfois elle n'est pas bonne à entendre, mais les vrais amis la disent dans un cas et dans l'autre, la vérité. Merci beaucoup.